Bonsoir à tous, bienvenue sur Monaco Info si vous nous rejoignez. Nous sommes le samedi 14 juin et voici les titres de l'actualité. La fête bat son plein sur la place du Palais Princier. Ce week-end est marqué par la 6e rencontre des sites historiques Grimaldi. Nous serons en duplex avec Cyril Piazza, le président de l'association regroupant ces territoires partagés entre France et Italie. Le festival de télévision de Monte-Carlo a ouvert ses portes hier soir. Plusieurs célébrités ont pris la pose sur le tapis bleu. Une de nos équipes était sur place pour la cérémonie d'ouverture et dans la fan zone ce matin. La semaine philo suit son cours. Nous recevrons également dans ce 19h Géraldine Mühlmann, la philosophe et journaliste, a pris part à plusieurs débats. Et puis nous nous rendrons à Darlington où les rugbymen du Monaco Impies et l'équipe féminine, le Monaco Moussa, s'apprêtent à disputer leur dernier tournoi de la saison. Reportage de nos envoyés spéciaux sur place à suivre dans ce journal. La place du Palais Princier est en fête à l'occasion de la 6e rencontre des sites historiques Grimaldi ce week-end. De nombreuses animations, dégustations et bien d'autres surprises sont proposées aux petits et aux grands pour un véritable voyage au cœur de l'histoire et des territoires. Ce matin, le couple Princier est venu saluer les différents exposants avec les jeunes princes. Reportage d'Émilie Flamin et Thomas Deus. De la province de Parme jusqu'au Var en passant par la Haute-Loire, autant de lieux appartenant au réseau des sites historiques de Monaco, fondé il y a maintenant 10 ans. Les déplacements réguliers que j'effectue en réponse aux invitations des élus locaux dans cette France des territoires qui nous est chère, mais aussi dans la péninsule italienne, sont bien sûr des moments de convivialité, d'histoire et de mémoire, mais aussi des temps de rencontre avec les citoyens, d'échange avec les forces vives. La particularité de tous ces lieux, les liens familiaux qui les unissent avec la principauté, comme le village de Bardi en Italie. Nous sommes ici aujourd'hui pour vous montrer nos excellences, nos territoires et aussi les liens entre la famille Landi et la famille Grimaldi. Ou encore le village d'Olioul dans le Var. Bonjour, bienvenue à Olioul. On a retrouvé une plaque de l'évêque Grimaldi dans l'église d'Olioul et après différentes recherches avec nos services d'archives, il s'avère que l'évêque est venu rendre visite à son frère qui avait un château à Olioul et qui a actuellement une école. L'école du château et du coup malheureusement il est décédé lorsqu'il est allé rendre visite à son frère et c'est pourquoi nous avons retrouvé cette plaque dans l'église. Et quoi de mieux pour représenter ces territoires que de mettre en avant leur terroir? On a plusieurs artisans qui viennent représenter le village, on a un glacier qui a été champion du monde, une femme qui fabrique des savons et des bougies, on a également des fabricants de pâtes, de whisky, donc c'est bien de mettre en avant, c'est l'objectif, les artisans de la commune. Durant ces rencontres, des prix ont été remis pour les maires de ces villages, un moyen encore de les unir avec la principauté. Et pour nous parler précisément de l'association des sites historiques Grimaldi dont il est le président, nous recevons Cyril Piazza. Bonsoir. Bonsoir. L'objectif de ces rencontres organisées pour la 6e fois est de célébrer et mettre en valeur les anciens fiefs des Grimaldi. Vous qui les connaissez bien, combien en dénombre-t-on au sein de l'association? Il y en a en France comme en Italie? Il y en a à peu près une centaine en France et presque une quarantaine en Italie, ce qui fait 140 entre la France et l'Italie. L'association est née en 2015 à l'initiative de l'ancien maire de Menton, Jean-Claude Guibal. Quel était l'objectif premier ? L'objectif premier, c'était de faire rayonner cette histoire entre la famille Grimaldi de Monaco et ses anciens fiefs en France. Et c'était aussi de pouvoir mettre en avant des territoires qui étaient un petit peu éloignés et qui pouvaient bénéficier, je dirais, de ce prestige lié à la famille Grimaldi et à la principauté de Monaco. Concrètement, qu'est-ce qu'elles gagnent ces communes à faire partie du réseau? De la visibilité principalement? Elles gagnent de la visibilité, elles gagnent une promotion dans le cadre de leur développement touristique puisque une fois qu'elles entrent dans le réseau, elles font partie de ce réseau et en faisant partie de ce réseau, elles rayonnent d'une commune à l'autre, elles rayonnent aussi en principauté et ça permet à des touristes de découvrir des territoires qui n'auraient pas forcément les moyens d'être mis en avant. Sur quels critères une ville peut-elle en faire partie ? Le critère est très simple, il faut avoir un lien historique avéré avec la famille Grimaldi de Monaco, donc la famille de son Altesse Sérénissime, le prince Albert II de Monaco. Est-ce que vous avez déjà une idée de la prochaine commune qui adhérera au réseau ?
Alors, le réseau se développe puisque ce seront plusieurs communes qui adhéreront par le biais des départements, puisque nous avons la chance d'accueillir le département de la Manche et le département des Ardennes, ainsi que, je pense, la Mayenne, et qui fédéreront les communes au sein des départements pour que celles-ci puissent avoir une représentativité au cœur de l'association. Merci beaucoup Cyril Piazza pour cet éclairage. On espère que cet échange donnera envie à nos téléspectateurs de découvrir ou redécouvrir le riche patrimoine des Grimaldi, notamment ce week-end sur la place du Palais. Merci. Merci à vous et n'oubliez pas ce soir le grand spectacle Son et Lumière sur la place du Palais à 22 h. Tout à fait, vous faites bien de le rappeler. Merci encore. Merci. C'est l'événement cathodique du calendrier monégasque. Le festival de télévision de Monte-Carlo a fait son grand retour hier au Grimaldi Forum. Comme à l'accoutumée, de nombreuses stars du petit écran ont foulé le tapis bleu lors de l'ouverture de cette 64e édition à laquelle le prince Albert II a participé. Acteurs, producteurs, réalisateurs, Léa Dutrouille et Thomas Deus leur ont tendu le micro. On se retrouve sur le Blue Carpet en direct du festival de télévision de Monte-Carlo. La prestigieuse récompense des Nymphes d'Or fait son grand retour pour la 64e édition du festival. Au programme des avant-premières mondiales, des conférences, des hommages et aussi des fan zones. Mais avant de commencer cette aventure sur Monaco Info, nous vous proposons de redécouvrir vos meilleures stars du petit écran en direct. Je fais du cinéma, je fais de la télé. J'essaye de faire plus du cinéma de possible parce que le cinéma il a le côté subversif que le télé manque. Et donc je suis très excité par Netflix, par les plateformes parce qu'ils remontent le niveau pour chaque pays domestique et leur cinéma. J'ai fait un truc qui s'appelle Rivage l'année dernière qui est très ambitieux pour France 2, donc ça change. Je ne prends pas ce métier au sérieux. Mais quand tu as l'occasion de faire des beaux films, eh ben, c'est ça qu'il faut défendre. Je suis là pour ça essentiellement, pour les rencontrer. Et puis je pense qu'ils ont fait le déplacement exprès, donc c'est au moins ça. Et je suis très heureuse d'être ici parce que je suis déjà venue jouer ici plusieurs fois et j'aime beaucoup cette ville et j'ai jamais participé au festival, donc je suis contente de découvrir. Ça me fait plaisir. Voilà. Il y a des gens qui rejettent d'un revers de la main éventuellement certaines récompenses. Je suis l'absolu inverse. On peut vivre sans, moi je vis mieux avec, donc j'accepte. Ça me fait plaisir, d'abord parce que ça veut dire qu'au fond, ils se souviennent de moi, même à mon âge. Et ça veut dire que je fais partie de la famille, de mes collègues, du métier, voilà. Donc c'est un honneur et c'est un bonheur. Et j'espère que ça va durer encore un petit moment. On va voir. La plus belle rencontre de ma carrière, c'est Ingrid Chauvin. Évidemment, elle est juste à mes côtés, donc voilà. La plus belle en ce moment entre Ingrid et Alexandre Brasseur sur Demain nous appartient. On a passé 3 semaines merveilleuses à travailler énormément, mais à travailler dans la bienveillance, dans le bonheur de se retrouver. Ils étaient tous venus sur Léo Mattei et je me devais de leur rendre la politesse et voilà, c'est la famille, donc je suis très heureux. Ouais. Si côté série française, l'élégance et le talent étaient au rendez-vous, du côté international, les stars n'ont pas boudé leur plaisir d'être à Monte-Carlo. I love doing voice-over jobs. Yeah, I've done that. I've done Blue-Eyed Samurai. I love it. It's wonderful to bring life to a character. I guess before they have a face. It was nerve-wracking at first, but now I love it. C'est un personnage que j'aime beaucoup et c'est complexe, elle est intelligente et une série comme NCIS, c'est vraiment comme ce que tu dis, a dream. J'aimerais jouer quelqu'un qui est complètement fou. That's always fun. Okay. I want to pick up the language because I think it's such a sexy language. I want to pick it up, but it's hard. You know, I've been here for a day and it's hard, but I'm trying. Well, we're going to screen everything all together and then we're going to have some lunch in the middle so that we can talk about everything. And I think we've already talked a lot about hearing everybody's voice and really understanding what each other mean by what they feel and say. Judith has already led the way in terms of what her hopes are for how we communicate and how we connect over this material. I've never considered winning anything ever, so it's really cool to be here and to feel recognized is really an honor. C'est ensuite au tour du prince Albert II de fouler le tapis bleu pour ensuite pouvoir remettre les récompenses aux invités d'honneur. Le festival est entièrement gratuit et idéal pour y venir en famille et donc voir ses vedettes préférées. L'événement se terminera le 17 juin ici, au Grimaldi Forum.
Le festival de télévision, c'est aussi l'occasion pour les fans de rencontrer les acteurs qu'ils suivent parfois quotidiennement à travers leurs écrans. Sarah Vulmain et Lionel Bernardi se sont glissés dans la fan zone investie ce matin par les têtes d'affiche de Demain nous appartient. Pendant cette 64e édition du Festival de télévision de Monte-Carlo, plusieurs fan zones ont été organisées pour permettre aux passionnés de séries de rencontrer leurs acteurs préférés. Ce matin, de nombreux fans de la série Demain nous appartient étaient présents pour rencontrer les 4 comédiens principaux de la quotidienne diffusée sur TF1. Pendant plusieurs heures, ils ont pu obtenir des autographes, prendre des photos et échanger avec eux dans une ambiance chaleureuse. Pourquoi êtes-vous venu aujourd'hui à la fan zone ? C'est surtout pour les dédicaces de Demain nous appartient et aussi pour la nouvelle série Nouveau Jour qui va sortir sur M6. Je suis venue pour Demain nous appartient parce que c'est une série que je regarde depuis que ça a commencé et j'adore les acteurs. Ah, c'est super chouette et puis le fait que ça soit gratuit au moins ça permet que tout le monde puisse en profiter en fait. Donc ça c'est assez chouette. Ouais. J'aime bien aussi pouvoir échanger sur les ressentis que j'ai eus en voyant des séries avec les acteurs qui seront présents. Donc Jean-Luc Reichmann, je l'ai vu sur la scène du théâtre, plus bon après bien évidemment dans le jeu télévisé, mais c'est très agréable de pouvoir échanger, de donner les émotions qu'on a pu avoir à l'époque. Je viens tous les ans au festival et c'est toujours un enrichissement. Et aussi, j'adore aussi la série Amour, gloire et beauté, donc il y a ça aussi qui compte. Et je rencontre des personnes intéressantes, des échanges, c'est très fructueux intellectuellement et culturellement. Cet événement est également une occasion pour les acteurs de rencontrer leur public d'une manière plus intime. Ingrid Chauvin, Jean-Luc Reichmann, Alexandre Brasseur et Alice Varela, les visages emblématiques de la série, sont ravis de participer à des moments de partage comme celui-ci. Ce festival nous permet d'être à la rencontre des vrais téléspectateurs. Il ne faut pas oublier parce que là, on peut pas mentir, on ne peut pas se tromper quand on voit les sourires bienveillants et tout le monde nous dit mais il nous tarde de savoir ce que vous allez faire dans cette arche de DNA. Et c'est vrai que c'est une grande surprise. Déjà qu'on m'a proposé ça et que je sois avec des amis, mais des vrais. Vous savez, l'amitié c'est un sentiment qui est très fort. La jeune actrice Alice Varela présente lors de cette rencontre l'occasion pour elle d'annoncer son grand retour dans la série après une pause d'1 an et demi. Et ce n'est pas fini, d'autres séances de dédicaces sont prévues tout au long de ce week-end consacré à la télévision à Monte-Carlo. Rendez-vous demain à 10h avec les équipes d'Un si grand soleil. Il est là le soleil au Monégasque. Merci Théo. Depuis mardi et jusqu'à demain, des réflexions autour du thème de la vérité sont menées dans le cadre de la semaine Philo Monaco. Cet après-midi, l'événement investissait l'hôtel Hermitage pour des discussions plus précisément sur la fiction et la confession. Le prince Albert II et la princesse Caroline étaient dans l'assistance. Et pour terminer cette page sur Philo Monaco, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui une philosophe, professeure de sciences politiques, spécialiste du journalisme et de la démocratie, auteure de plusieurs ouvrages de référence sur les médias et la parole publique. Elle est avec nous pour évoquer le phénomène des fake news. Bonsoir Géraldine Mühlmann. Merci de m'avoir reçue dans ce journal. Vous avez abordé différents thèmes autour du mensonge et de la fake news notamment. Que vous inspire ce sujet ? Alors la question des fake news m'intéresse depuis longtemps puisque j'ai travaillé sur l'histoire du journalisme et je me suis replongée sur ce problème et sur au fond la vengeance de la rumeur, si j'ose dire, qui à la faveur d'un certain état des médias, des réseaux sociaux, se diffuse extraordinairement. La rumeur, c'est un phénomène humain très ancien, mais nous sommes dans un moment où il y a énormément de conversations, on n'a jamais autant bavardé les uns avec les autres, et fake news, rumeurs, se sont invités, et le journalisme qui s'était donné pour tâche de précisément combattre la rumeur, c'est tout à fait clair, par exemple à la fin du 19e siècle, a perdu une certaine crédibilité auprès de beaucoup de gens. C'est une crise très grave et les fake news sont sur le trône. Les différents canaux d'information ont-ils d'ailleurs modifié notre rapport avec la vérité ou amplifié ces théories du complot ? Nous bavardons beaucoup et vous savez, la conversation ordinaire, elle a tendance pour se poursuivre à éviter les sujets qui fâchent, voire ce que le sociologue Max Weber appelait les faits inconfortables. Et donc je crois que cette situation actuelle, où on parle beaucoup, on commente énormément, où les réseaux sociaux permettent cela, d'ailleurs c'est assez extraordinaire sur le plan technique, ne favorise pas une narration correcte,
minutieuse des faits, y compris des faits qui dérangent telle ou telle opinion. Est-ce que vous pensez que le journalisme est aujourd'hui en crise de légitimité? Et si oui, comment la philosophie peut-elle aider à repenser cette légitimité? D'une façon générale, je suis philosophe de formation, mais je ne crois pas que la philosophie puisse sauver le monde. Je n'ai jamais pensé une chose pareille. Je pense d'ailleurs qu'elle n'est pas là pour rassurer, mais plutôt pour inquiéter. Donc, que peut faire la philosophie? À mon avis, pas grand-chose. Je suis vraiment navrée. Elle peut juste faire réfléchir à ce qui se passe. Et ce qui permettra d'améliorer les choses, ce sont d'autres courants, des mouvements dans la société, peut-être la nouvelle génération qui aura, avec les réseaux sociaux et les images qui circulent, un rapport beaucoup plus instruit. Ils savent très bien qu'il existe ce qu'on appelle du deep fake, c'est-à-dire des images totalement trafiquées. Ça ne se voit plus du tout. On peut faire parler n'importe qui par une intelligence artificielle. Aujourd'hui, la technologie permet de faire des choses extraordinaires et je crois que la jeune génération en est consciente et sera prudente davantage que nous, même si d'ici là, nous aurons, je le crains aussi, plusieurs catastrophes. Merci beaucoup Géraldine Mühlmann pour cet échange passionnant. Merci à vous. Ambiance festive également hier sous le chapiteau de Fontvieille pour le dîner-spectacle Chicken Show Dance au profit de Fight Monaco. Un chèque de 15 000 € a été remis en début de soirée à l'association portée par la princesse Stéphanie. Nous y étions. Ouvrons une page sport avec d'abord du basketball. Après avoir éliminé l'Asvel en demi-finale au terme d'un match 4 à rebondissement, la Roca Team retrouve le Paris Basketball en finale du championnat de France de Betclic Elite. C'est un remake de l'année dernière et les Monégasques comptent bien rafler un 3e titre de champion de France consécutif. Une mission sans Mike James, toujours suspendu. Écoutez l'entraîneur Vassilis Spanoulis et le pivot Mam Djaïté avant le décollage pour la capitale. Mike is a unique player. Is our leader of the season, but now we have a lot of guys that can step up, can help the team, and we saw this also with Le Mans and Villeurbanne. Different players show up, step up. So we have to find a way, like a team, to cover his absence. For sure, you cannot replace Mike. Let's be honest. But from the other side, like a team, we can make a great job to replace him and everybody to step up and to make something extra effort to help the team to win. On est assez confiant sur le fait qu'on a ce qu'il faut pour pouvoir répondre à leur intensité. On pense qu'on est plus athlétique qu'eux, plus physique qu'eux également. Donc on va insister dessus, les empêcher de prendre de l'euphorie et les forcer un maximum à jouer sur du demi-terrain. Si on arrive à faire ça, je pense qu'on se donne de grandes chances de gagner. On veut finir bien avec un trophée. Parce que faire tout ce qu'on a fait et encore une fois perdre sur une finale, ça sera quand même ça fait une saison blanche et on a envie de finir de la meilleure des manières. Et un trophée de champion de France, je pense qu'avec ce trophée, on sera en mesure de se poser la question si ce n'est pas l'une des meilleures saisons de Monaco. Et le coup d'envoi de la première rencontre sera donné demain à 16h30 à l'Adidas Arena de Paris. Nous y reviendrons dans nos éditions. Les Monaco Impies, l'équipe masculine de rugby à 7 et les Monaco Moussa, l'équipe féminine, sont actuellement en Grande-Bretagne pour participer au dernier tournoi de la saison. Ils en ont profité pour aller à la rencontre des élèves de la Red House School, un collège situé dans le nord-est de l'Angleterre. Sur place, Gaëtan Lebrun et Sylvain Péroumal. C'est pas tous les jours que l'on s'entraîne avec des sportifs de haut niveau. Au programme, exercices techniques, jeux collectifs, mais aussi discussions autour des valeurs du sport, comme le respect, l'engagement et la solidarité, des messages transmis avec passion par une équipe déterminée à inspirer la nouvelle génération. I think the message which was expressed by the teachers and also us, I think, is to sort of show the kids what's important in sport and teamwork, and hopefully inspire these kids as well. You know that maybe some of these want to be future rugby stars, and they can see how athletes train and how hard it is to work together and work as a team. And yeah, I think it's more about inspiration, really, for us with the message that we're sending to the kids. Un moment inoubliable qui illustre parfaitement les actions menées quotidiennement par la Fondation Princesse Charlène et une belle illustration du pouvoir du sport au service de l'éducation. The Monaco Impies was created by my sister, Princess Charlene, and giving an opportunity to our Monaco players, and we've incorporated international players to help them as well. But with that, with our sports and education program, we incorporated a school, the Red House School, to share our values and our knowledge, giving these kids an opportunity to better themselves on and off the field. It's all about the respect, values, and also the culture. So we're very, very happy about this.
Winning the tournament would be a bonus, but it's not always about winning, but sharing the knowledge and giving an opportunity. Having professionals come in, as a rugby player myself, asking them questions about how I can improve, maybe their experiences playing sports, it can help me like through my journey, maybe some things I want to learn, some things like I need to develop and stuff. So yeah, it was quite helpful getting to speak to all the players, and yeah, thank you. I learned a lot, so I learned foot patterns and how to pass a rugby ball. And lots of arm and leg work, and it was really helpful. There's a lot of values in sport. One main one is the teamwork that you can get from being in sport and helping others, and it's just easier to help in sport. Une initiative inspirante pour les Monaco Impies et Oumoussa qui ont montré que les plus belles victoires ne se jouent pas toujours sur le terrain. Chaque année, la Fédération monégasque de judo célèbre ses licenciés, son équipe pédagogique et ses bénévoles. Mais ce samedi, à l'espace Saint-Antoine, la fête du judo avait une saveur toute particulière. Les judokas médaillés aux Jeux des petits États d'Europe ont été célébrés sous le regard admiratif des jeunes pousses. Yannick Debever et Julien Philippot étaient à leur côté. Des poussins aux vétérans, tous les judokas monégasques étaient à la fête ce samedi à l'espace Saint-Antoine. Mais les stars, c'était bien eux, les médaillés des derniers Jeux des petits États d'Europe. En Andorre, les représentants monégasques ont récolté une moisson historique avec 8 médailles, dont 5 en or. Un succès qui représente tout le travail de la fédération et du club de judo. Alors pour nous, c'est déjà de la satisfaction et puis c'est aussi de la motivation pour tous ceux qui sont derrière aussi et qui vont vouloir faire comme ces judokas-là, ces médaillés. Et voilà, donc ça crée vraiment une émulation aussi et puis c'est une grande satisfaction. Et au-delà de tout ce qu'on peut avoir toute l'année, c'est une belle récompense aussi pour nos entraîneurs. Et puis au-delà d'une récompense, ce sont aussi des résultats qui mettent la lumière sur le judo et qui peuvent inspirer les prochaines générations. J'espère que tous les enfants de la principauté nous ont vus à la télé, nous ont suivis. Donc je sais qu'il y a des parents ici présents, mais je pense qu'il y a aussi dans les écoles des non-sportifs. Et peu importe le sport, j'espère que ça leur donnera envie de faire du sport. Et puis s'ils veulent essayer au judo, parce que pourquoi pas, on les accueillera avec bienveillance dès septembre. Les jeunes étaient également à l'honneur lors de cette fête du judo, décorés avec une nouvelle couleur de ceinture ou bien un trophée venant récompenser leurs résultats sportifs et leur attitude. Des enfants toujours plus nombreux sur les tatamis monégasques ces dernières années. Aujourd'hui, on est vraiment sur une courbe ascendante. On a plus de 300 licenciés cette année. Alors, il y a eu un effet Jeux Olympiques aussi, bien évidemment. Chaque année, après les Jeux Olympiques, on a un engouement. Et puis là, avec les Jeux des petits États, oui, certainement qu'en septembre, on verra de nouveaux inscrits et c'est très bien. Que ce soit lors de stages ou bien à l'année, la Fédération monégasque de judo accueille vos enfants à bras ouverts. Des enfants qui pourraient bien devenir, dans quelques années, les prochains médaillés internationaux. C'est en tout cas ce qu'on leur souhaite. Comme chaque samedi, c'est l'heure de la chronique US. Notre correspondante à New York a rencontré l'homme d'affaires monégasque Jean-Luc Alavena, mis à l'honneur par la French American Foundation, une organisation qui se consacre à renforcer les liens entre la France et les États-Unis. Bonsoir Alexandra Pani. Oui, bonsoir à vous. Je suis en compagnie cette semaine de Jean-Luc Alavena. Il a été le premier directeur de cabinet du prince Albert II il y a 20 ans. L'homme d'affaires monégasque entretient depuis plus de 40 ans des liens étroits avec les États-Unis. Il était l'un des prestigieux récipiendaires du gala des 50 ans de la French American Foundation cette semaine à New York. On revient avec lui sur son attachement à ce pays. C'est en plein cœur de Central Park, lieu emblématique new-yorkais, que Jean-Luc Alavena nous donne rendez-vous pour évoquer le prix qu'il reçoit ce soir-là de la French American Foundation, une association qu'il a présidée pour la branche française de 2010 à 2015. C'est une fondation très prestigieuse qu'a créée il y a 50 ans le président Giscard d'Estaing, venant rendre visite à Gerald Ford pour les cérémonies du bicentenaire américain et lui proposant une institution qui ferait en permanence le lien entre les États-Unis et la France et de manière un peu plus large l'Europe, puisqu'il s'agit de créer des liens entre les deux côtés de l'Atlantique. L'homme d'affaires monégasque a avant cela fait partie de son programme Young Leader. Sur ce programme spécifique, il est effectivement fameux.
Il existe depuis 1981. Chaque année sont sélectionnés 10 Français, 10 Américains entre l'âge de 30 et 40 ans qui ont déjà accompli des parcours significatifs, mais dont on sent que le leadership, la volonté de se développer, de faire, d'agir, vont les mener encore beaucoup plus haut. Et la Fondation organise ces séminaires du Young Leaders pour que des Français et des Américains se retrouvent, discutent, débattent, créent des liens qui seront très utiles au fil des années pour les deux côtés de l'Atlantique. Il y a une quinzaine d'années, rencontré sur la suggestion de son président un jeune banquier chez Rothschild qui faisait des fusions et acquisitions, qui m'a été signalé comme extrêmement prometteur et dont le nom inconnu à l'époque était Emmanuel Macron, qui a été sélectionné dans ce programme en 2012 et qui a suivi le parcours que l'on connaît. Une association qui a donc pour vocation de renforcer et animer les liens entre les deux pays. La branche américaine est actuellement présidée par l'avocat new-yorkais Ed Wallace. Jean-Luc a aidé moi quand je deviens le président du conseil ici d'expliquer en France pourquoi un avocat américain, pourquoi un avocat de New York. Et pour moi, ce soir est de dire merci Jean-Luc, pas pour moi personnellement, mais pour les deux organisations. Nous sommes plus forts parce que je crois le mot en français c'est éminence grise. Il travaille à l'ombre. Il n'est pas toujours au centre. Mais ce soir, c'est la soirée pour lui de dire merci. Dans la soirée, un autre prix a été remis à Dan Schulman, l'ancien président de PayPal. Des liens étroits lient Jean-Luc Alavena aux États-Unis, où il se rend régulièrement pour des raisons professionnelles depuis plus de 40 ans. Mais il revient également sur un attachement plus personnel. Ce banc est dédié à une de mes 4 filles, Constance, qui a effectivement décidé, comme les autres, de se donner une certaine ambition. Et après les racines monégasques, leur naissance à Monaco, toutes ont effectué des études à l'étranger. L'une d'entre elles a choisi le New York University il y a un peu plus de 10 ans. Et en 2015, nous étions ici en famille pour sa graduation. Et le moment où elle recevait son diplôme, je me demandais ce que je pouvais offrir à une fille qui a ce succès. Et l'idée m'est venue de contribuer à la nature, puisque Central Park a une fondation qui reçoit des dons. Et lorsque une personne privée contribue, il y a un banc qui lui est dédié pour repenser à ce qui fait qu'une jeune femme a pu se développer. Je le souhaite à tous les Monégasques en faisant des études de très bon niveau à l'étranger. Et comme le disait notre prince souverain dans son discours du 12 juillet 2005, dont on commémorera bientôt les 20 ans, que les Monégasques aillent à l'étranger former leur parcours international et qu'ils reviennent le moment venu munis de ses compétences pour contribuer à l'essor de notre pays. Un message qu'il tenait à adresser à la jeunesse monégasque et qui pourra en inspirer un large nombre. Ce journal touche à sa fin et nous le refermons comme nous l'avons ouvert avec les photos de Manuel Vitali sur la place du Palais Princier aux côtés des différents représentants des sites historiques Grimaldi. Cette 6e rencontre s'achèvera demain. Merci pour votre fidélité à Monaco Info. Je vous retrouve demain à 18h30 pour une nouvelle édition. D'ici là, passez une excellente soirée. Retrouvez la météo avec Suisse Courtage, votre partenaire de confiance en assurance à Monaco. Protection sur mesure pour particuliers et professionnels. Bonsoir à tous, je suis ravie de vous retrouver afin de faire le point sur le temps de demain. Les nuages devraient faire leur retour malgré des températures encore bien chaudes. Il fera 27 degrés dès le matin et jusqu'à 29 degrés dans l'après-midi. Demain, nous souhaiterons une très belle fête à toutes les Germaines et ce sera également la journée mondiale de lutte contre la maltraitance des personnes âgées. Une journée qui a pour but de sensibiliser l'opinion publique sur ce fléau qu'il faut condamner ensemble. C'était la météo avec Suisse Courtage, votre partenaire de confiance en assurance à Monaco. Protection sur mesure pour particuliers et professionnels.